Bienvenue dans l'émission Le Business du Fitness, le podcast pour comprendre le futur du fitness et inspirer tous les professionnels à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Je suis Andy, coach sportif depuis 20 ans et j'accompagne des coachs et des patrons de clubs à créer un business dont ils sont fiers. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes inspirantes. L'idée est de rentrer dans leur tête et de comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd'hui. Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Frédéric Gall. Fred a une forte expérience dans le domaine du fitness. Il a démarré sa carrière à l'époque du freestyle, de l'aérobic sportive et du lancement de Les Mills en France. Il revient sur son riche parcours pour aujourd'hui avoir développé FitsPro, l'école de formation dans le fitness numéro 1 en Suisse romande. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Fred. Déjà, sa rencontre avec Les Mills qui est déterminant dans son parcours. Comment démarrer n'importe quel type de projet. Sa vision du fitness. Les différents éléments pour faire bouger les gens. Comment construire un business dans un autre pays en partant de zéro. Comment durer dans le temps. Et encore plein d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Frédéric Gall. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Frédéric Gall. Salut Fred. Salut André. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, merci. Écoute, je m'appelle Frédéric Gall, j'ai 53 ans aujourd'hui. Je suis marié avec Isabelle Diard à l'époque, donc mon épouse aujourd'hui depuis de nombreuses années, Isabelle Gall. On a 3 enfants, trois filles. Et puis, il y a maintenant 22 ans, on est venu migrer sur la Suisse pour développer notre propre affaire qui s'appelle FitsPro, qui est une école de formation et qui aujourd'hui est devenue toujours dans son core business, qui est la formation, bien sûr. Et effectivement, on a développé à côté l'agence Les Mills pour la Suisse romande que l'on était dès le départ. Et bien d'autres secteurs comme la vente d'équipements, le service, le conseil, qui font partie maintenant de nos différentes activités. Excellent. Alors, moi, j'ai voulu te faire intervenir parce que vous êtes 2 personnes qui m'ont fait confiance au début. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais en 2008, pour moi, la formation, c'était tout nouveau. Et c'est vrai que quand on s'était rencontrés, je crois que c'était à Pompadour la première fois, ça avait bien matché entre nous. Et puis j'ai eu l'occasion de pas mal bosser chez vous en Suisse, de faire les allers-retours France-Suisse. Et donc, je connais un peu votre parcours, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la première chose, c'est comment vous êtes arrivé dans le monde du fitness. Parce que je dis souvent que moi, je commence à être un petit peu un dinosaure, mais alors, je ne sais pas, toi, t'es plus qu'un dinosaure, quoi. Ouais, t'oses pas dire. Hein. Alors, je viens de l'ère pré-jurassique, juste avant toi. Ouais. Effectivement, c'était l'ère où ça défrichait. Donc, mais tu t'en souviens. Effectivement, alors comment on est arrivé au fitness souvent, de notre génération, on y arrivait par accident, souvent par bon accident, toujours par la passion du sport, qui est de toute façon quelque chose qui nous habite tous dans la mesure où on a évolué dans le fitness. Donc, que ça soit pour Isabelle ou moi, je vais parler pour elle. Donc, effectivement, c'est par des heureux accidents de parcours, fin de parcours scolaire où il faut trouver une voie. Et tout d'un coup, ce sont des rencontres. Et pour ma part, ça a été effectivement une opportunité de passer. Je n'étais pas très bon élève à l'école. Et puis, effectivement, de sortir de la période bac et de m'orienter par un concours de circonstances, finalement, par une filière de brevet d'État à l'époque, BAE, CPC. Les plus anciens reconnaîtront la définition absolument indescriptible de cette formation qui, pour le coup, m'a plu énormément, très pratique, et que j'ai effectué, puisque je suis breton, dans la région le tronc commun, dans la région ouest, et puis après à Nantes pour la partie plus spécifique. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le fitness. Par accident, j'ai beaucoup aimé le travail en musculation à l'époque, c'était quand même très, très muscu. Je viens de la gymnastique et de l'athlétisme, donc je pratiquais un peu tout ça. Puis j'ai vu le côté vraiment plus professionnel de l'entraînement à l'époque. On parle du début des années 90. Et en parallèle de tout ça, j'ai côtoyé, comme toi à l'époque sûrement, il fallait monter à la Mecque du fitness, si je peux me permettre. Donc on montait tous à Paris au mois de mars pour le fameux salon du fitness, qui était la grande rencontre. Et puis j'y ai vu des championnats de fitness, des championnats d'aérobic sportive à l'époque.
Étant resté très compétiteur, j'ai trouvé ça cool. Ayant fait de la gymnastique, je me dis, tiens, ça peut être rigolo. Puis je suis parti là-dedans en même temps que je commençais à décrocher des contrats dans les salles. Je me suis pris de passion à l'époque pour les cours collectifs, alors que jamais j'aurais pensé et que j'étais pas forcément très doué pour ça. Puis les compétitions d'aérobic sportive qui m'ont ouvert du coup le monde du fitness. J'ai voyagé beaucoup avec ça, j'ai rencontré plein de gens. Et bien sûr, ça nous a permis aussi à Isabelle et moi de nous rencontrer. Et voilà, donc ces successions de petits accidents bien heureux. Voilà, j'ai été avec beaucoup d'innocence. Mais voilà, c'est une période où très jeune, tu dévores les opportunités. Et puis voilà, ça m'a beaucoup plu. Et par contre, je me suis retrouvé à voyager, côtoyer des gens, voir des professionnels en Europe, aux États-Unis. La rencontre avec les Smiths en Nouvelle-Zélande qui est déterminante et qui a conditionné après énormément de choses dans nos carrières. Et donc là, pour terminer, on a travaillé beaucoup sur Paris, à l'époque avec Christophe, bien sûr, Espace Vital, les débuts de Planète Fitness, et puis une opportunité en Suisse qui nous a permis de venir et de commencer à constituer un petit peu un modèle d'entreprise, alors que nous ne sommes pas entrepreneurs, on n'a pas eu de formation pour ça au départ, un modèle d'entreprise inspiré de nos voyages, de nos rencontres et d'un mélange de plusieurs choses. Excellent. Et quand tu disais que Les Mills a changé ta vision des choses, c'était par rapport à quoi du coup? Parce que je fais un voyage, j'ai la chance je suis à Paris déjà, je raconte sur cette anecdote, et puis quelques personnes qui se reconnaîtront, ils ne sont pas très nombreux, il y a 3-4 personnes qui étaient présentes ce jour-là. Il y avait Christophe Andanson pour le coup, j'étais dans les bureaux, j'étais avec Stéphane Boineau, donc des gens qui font partie de l'histoire aujourd'hui du fitness français. Isabelle Dia, Valérie Graziano, et je suis dans le bureau. Et Christophe nous dit qu'il va recevoir, il reçoit un fax voilà, d'une société néo-zélandaise qui fait un truc de pump. Voilà, qu'est-ce que les QI ont encore sorti donc et je vois ce fax, j'entends encore ce fax qui crépite et qui sort de la machine. Et on voit qu'une société, Les Smiths World of Fitness, Les Smiths International, qui a le système Body Training System, fait une tournée en Europe pour présenter leur programme de cours collectif Body Pump, qui est leur programme phare, qui s'appelait Pump à l'époque. Et donc, ils contactent Christophe, qui était président de la fédération. Donc, voilà, il contactait des gens qui étaient déjà importants dans le milieu du fitness et qui nous proposent de venir découvrir en faisant venir à l'époque leur master trainer, qui était Ima Barry et Steven Renata, parce que c'était voilà, leurs deux athlètes, leurs deux master trainers Les Mills qui étaient en train de conquérir l'Europe et qui faisaient une présentation au mois d'octobre ou novembre 96, pardon, je parle. Et voilà, et là, à partir de là, c'est une rencontre incroyable. Okay. Donc, ça détermine beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui fait que tu es resté depuis toutes ces années dans le monde du fitness? Parce que c'est une succession de sources de motivation. J'ai beaucoup aimé donner des cours collectifs, l'entraînement bien sûr en spécifique, en musculation. Les cours collectifs me plaisaient beaucoup. J'ai eu la chance de le faire à bon niveau, haut niveau, en voyageant beaucoup en convention à l'époque, en freestyle. Donc quand on le fait à bon niveau et qu'on est en voyage et on gagne correctement sa vie en parcourant l'Europe, c'est plutôt très agréable. Donc j'avais beaucoup de plaisir et en étant conscient que ce n'était pas non plus quelque chose d'incroyable, j'arrivais à vivre des expériences personnelles, humaines et professionnelles qui étaient intéressantes. Les compétitions d'aérobic sportive qui m'ont donné également une expérience extraordinaire. Le voyage aux États-Unis, donc je vois beaucoup de choses. En fait, je suis à l'époque une éponge. Je perçois plein de choses, mais c'est très enthousiasmant. La rencontre avec les Smiths, où là, effectivement, je rencontre en plus une des sociétés à l'époque et toujours aujourd'hui, mais des plus dynamiques, innovantes sur le marché, et un voyage en Nouvelle-Zélande en 97, en 97, où là, vraiment, je rencontre en plus un pays, une culture où je me dis, waouh, c'était un modèle économique, un modèle de fonctionnement. Humainement, ça me plaisait beaucoup, donc c'était très stimulant. Et du coup, c'est des sources d'inspiration qui m'ont beaucoup, moi, inspiré et qui m'ont permis après, qui m'ont donné beaucoup d'élan et beaucoup d'envie de peut-être le reproduire, essayer de s'inspirer de ça pour essayer de faire quelque chose aussi d'un petit peu différent. Et il me fallait trouver un endroit et l'arrivée en Suisse a été pour nous une opportunité de développer nos affaires ici. Et notre vision, en fait, aussi la vision du fitness que l'on avait, encore une fois, assez inconsciemment, de plein d'inspirations qu'on avait vues ailleurs, en France, en Europe,
et ailleurs. Et c'est ça qu'on a voulu un peu retranscrire à FitPro avec une valeur aperçue, une valeur ajoutée assez importante dans la formation et dans les prestations fitness en général. Ouais, ça, c'est un super conseil. C'est sûr que si on reste dans notre microcosmos, que ce soit en France ou en Suisse, on a du mal à voir un petit peu l'étendue du fitness. Par contre, quand on va à l'étranger, quand on commence à faire des formations à l'étranger ou ne serait-ce que d'aller à Londres pour regarder un petit peu les nouvelles visions et les nouvelles tendances, on n'a pas besoin forcément d'aller aux États-Unis, même si c'est un plus. Ça permet de prendre conscience qu'il y a autre chose que notre petit écosystème, quoi. Et je pense que c'est hyper inspirant. Et puis, comme tu dis, il faut être aussi perméable à ça. Je pense qu'on l'était complètement. Moi, j'étais enthousiaste avec ça. Je n'avais pas du tout de plan. Je n'ai pas dit que c'est la meilleure des choses. Je n'avais pas de plan dans la tête parce que je ne suis pas entrepreneur. Je n'ai pas fait d'études de commerce. Donc, les choses se sont faites beaucoup par accident. Mais je pense que dès le départ, avec Isabelle, on avait une vision, par contre. Et on était très, très perméable à toutes ces rencontres, tous ces univers qu'on a rencontrés, ces cultures différentes. Et moi, j'ai eu une vision du fitness qui était très large, anglo-saxonne et européenne, très dynamique. Et du coup, c'était intéressant de se dire que bah ouais, il y a des choses à faire tout ça. Il y avait des modèles un peu partout. Et plutôt que de dupliquer un modèle type, de s'inspirer de plusieurs modèles pour faire notre propre petite recette ici. Par contre, en s'associant effectivement avec des partenaires, avec des marques importantes comme Les Smiths, par exemple, mais pas uniquement, avec la formation professionnelle. Donc, comme tu dis, c'est en étant très perméable également. On fait le tri, mais il faut être perméable à ce qui se passe à côté. Il faut être curieux et motivé. C'est les deux choses les plus importantes. Après, on travaille, mais il faut d'abord être très curieux et motivé. Ça, ce n'est pas une question d'âge. Mhm. Et tu dis que tu n'étais pas forcément entrepreneur, mais quand j'écoute un peu ton parcours, tu pars à l'étranger, tu commences à faire des cours de l'aérobic, tu vas en Suisse alors que tu connais pas grand monde et que aujourd'hui on va dire tu es leader, on va dire, de la formation fitness en Suisse romande. Il n'y a pas que du hasard et de la chance, quoi. Comment t'as appris sur le tas? Comment tu as fait? Bah oui. Alors, j'ai appris à la fois, je vais, je pense que c'est important de reconnaître que on est deux, parce qu'avec Isabelle, mon épouse, fait partie intégrante de notre parcours, donc on a fait les choses à deux. Donc déjà, ces deux cerveaux parfois sont plus inspirés qu'un seul. C'est pas toujours facile d'être seul. On ne s'est jamais retrouvé seul parce qu'on est deux. Et on ne fait pas la même chose, on est résolument différents, on n'est pas porté tout à fait par les mêmes choses, même si on a une vision commune de ce qu'on veut faire. Et du coup, ça nous aide quand même. Le fait d'être un couple qui est soudé par le fitness et bien sûr après par les forces de l'affection. Mais ça nous a permis d'aborder les choses à deux et effectivement d'être arrivé après ensuite, d'être le côté entrepreneurial. Peut-être que j'avais cette fibre, parce que je n'ai pas non plus une famille qui est du tout dans l'entrepreneuriat. Donc, j'avais peut-être cette fibre en moi et je l'ai cultivée au fur et à mesure des rencontres. Et après, par contre, j'aime entreprendre. Donc, j'avais sans doute ça en moi. Et il a fallu après, par contre, entreprendre des choses est une chose, les concrétiser, parler comme toi aussi, tu es entrepreneur, parler de modèles économiques, de modèles de fonctionnement, donc business plan, action plan, tout ça, je l'ai appris sur le tas, mais je ne l'ai pas appris tout seul. Je pense que on a assez vite compris avec Isabelle qu'il fallait qu'on s'entoure et qu'on n'y arriverait pas forcément nous tout seul. Je pense qu'on a compris ça et qu'il valait mieux fédérer les gens autour d'un projet, parce que moi, c'est ce que j'aime, plutôt que de vouloir tout faire tout seul. Ça a été notre axe. Donc, plutôt de créer un projet et de fédérer d'autres talents, d'autres envies, d'autres motivations autour de notre projet. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. On a l'impression que c'est comme ça qu'en tout cas, on fonctionne bien. Quels sont les... J'aime bien poser cette question. C'est quoi ton échec préféré dans ton parcours d'entrepreneur? Il y en a plusieurs. D'avoir fait parfois d'avoir pris des mauvaises décisions. Étant naturellement enthousiaste et peu patient, j'ai tendance à aller trop vite. Du coup, aujourd'hui, c'est mon entourage, mes collaborateurs qui vont pondérer parce que j'ai envie de faire beaucoup de choses et avoir envie, vouloir n'est pas toujours pouvoir. Donc, j'ai autour de moi aujourd'hui, j'ai appris justement, j'ai pris des mauvaises décisions parce que j'ai été trop vite et j'avais pas de plan. Donc, puis tu étais peut-être aussi, du fait de ta vision, je pense, internationale, est-ce qu'à un moment donné, tu n'étais pas trop en avance sur certaines choses? Alors peut-être, je ne sais pas si trop. En tout cas, avec Isabelle, on a une vision très forte
Et du coup, effectivement, parfois, quand tu as une vision, après la vision, il faut les projets, et après les projets, il faut les missions. Donc, c'est ça que j'ai appris le plus, même si c'est un peu une phrase d'école, justement, de management ou de commerce. Entre-temps, on a appris à avoir, donc, après la vision, qui nous porte, par contre, qui nous est propre. Et c'est celle-là qui nous amène. Effectivement, il fallait développer un projet. Et donc là, c'est plus tout à fait pareil. Il faut commencer à structurer les choses. Et enfin, développer des missions pour nos collaborateurs pour pouvoir réussir à développer ce projet. Donc, c'est ça. Les échecs ont été nombreux et sans doute sur des prises de décision trop rapides. Ce n'est pas des mauvaises décisions, ce sont des décisions qui ont été trop hâtives parce qu'on n'est pas prêt derrière. Et du coup, parfois, ça nous a coûté cher. Et du coup, mais ça fait partie du jeu. On ne peut pas réussir si on n'échoue pas. C'est pas possible, en fait. Ça, j'en suis persuadé. Maintenant, ce n'est pas la peine de cultiver l'échec non plus. Mhm. Et du coup, comment on fait, même si je connais un petit peu l'histoire du coup, mais c'est inspirant pour les autres, c'est comment on fait, on arrive dans un nouveau pays, même si la Suisse n'est pas très très loin de la France, et démarrer en fait une école de formation. Et alors, par Comment, conscience. comment on fait du coup comment on fait ce switch-là? Parce que vous donniez des cours, même si en parallèle, vous continuez justement à donner quelques cours, mais comment on fait pourquoi vous avez décidé de créer une école de formation? Alors, pour la petite histoire, on travaillait déjà à Paris à l'IMF. On intervenait à l'IMF déjà, l'Institut des métiers de la forme à Paris. On faisait de la formation avec la FISAF. Et on avait déjà cette expérience de formation, puisqu'on avait monté la FISAF avec plusieurs partenaires à Paris. Et en fait, on a été, suite à un stage que je faisais tous les week-ends, comme d'habitude en freestyle ou en Les Mills, j'étais déjà venu 1 ou 2 fois en Suisse pour faire des formations body pump ou effectivement des formations freestyle, des conventions. Et j'avais quelques connaissances sur place ici. Thierry, pour ne pas le citer, donc, qui était déjà arrivé sur Suisse depuis 1 année ou 2. Et le groupe Silhouette, qui était un groupe très important à l'époque, qui était le groupe leader sur la Suisse romande, qui était déjà une petite chaîne de fitness, qui était très connue. C'est les grandes années du fitness des années milieu des années 90, fin des années 90. En fait, on a une proposition, tout simplement une proposition. On est venu nous chercher alors qu'on ne s'y attendait pas. Et moi, à la fin de ce stage, je rencontre le directeur à l'époque de Silhouette qui me fait une proposition. Mais Thierry, etc., avaient bien préparé leur affaire en disant voilà, est-ce que ça ne vous intéresse pas de venir avec votre épouse et finalement de faire en Suisse, avec moi, dans mon entreprise, une école de formation. Donc, c'est venu de cette impulsion. Ce n'est pas venu de nous, ça a été une sollicitation parce qu'on avait déjà monté quelque chose. Et en l'espace d'1 an, chemin faisant, avec des propositions, une réflexion, on s'est dit et puis pourquoi pas pourquoi pas. Ce serait finalement on avait aussi un projet de vie, parce qu'on a un couple et on pensait aussi peut-être la vie parisienne, est-ce qu'elle est, elle est fantastique, c'est aussi difficile et on voyageait beaucoup. Et voilà, c'était l'occasion peut-être de sédentariser un petit peu. Et on a senti une opportunité sans trop le savoir. Et voilà, on a monté au départ une école via l'entreprise Silhouette. Okay. Puis finalement, donc, on est monté avec eux, on a commencé avec eux, on savait déjà un peu comment faire. Donc on n'a pas commencé tout seul, on a commencé avec une entité autour de nous. Mais assez rapidement, pour plein de raisons, on s'est rendu compte on avait une autre vision et que ce n'était pas évident dans un groupe. C'est normal, c'est une grosse machine. Le groupe Silhouette a eu des problèmes aussi à l'époque. Du coup, on est devenu très vite indépendant et on a monté, en fait, on est arrivé en 98 en Suisse. Et en 2000, on a monté FitFro, notre propre société, pour être complètement indépendant. Parce que là, on pouvait appliquer, c'était plus compliqué, parce qu'on n'était que 2 à ce moment-là, tout seul. Mais on avait déjà, depuis 2 ans, des relations, des contacts. Plus nos relations déjà qu'on avait avec sur France toujours, effectivement, et puis plein de gens, plein de professionnels qu'on avait développés sur Suisse. Donc, on a décidé de monter notre propre affaire en 2000, où là, on a senti qu'après 2 ans, il y avait moyen de développer quelque chose et on se sentait plutôt bien. On avait aussi un projet de vie. Donc, c'était pas évident. Ce n'est pas du tout facile. La Suisse n'est pas du tout une province française. Ça, je tiens à le rappeler. Même s'il y a plein de Français de frontaliers. Mais voilà, c'est un pays avec ses us et coutumes, mais il faut s'adapter. Et voilà, en tout cas, la Suisse nous a adoptés, puis on s'est suicisé dans le bon sens du terme. Voilà, ça doit être peut-être mes racines bretonnes. Je suis voyageur et conquérant, donc ça me plaît. Et puis ici, aujourd'hui, on est très heureux, parce que la région est aussi très, très belle. Et on a trouvé aussi des bonnes opportunités pour développer nos activités ici. Donc du hasard et voilà, tout d'un coup, une opportunité. Et puis après, une vision. Ok. Et du coup, ça fait 22 ans. Tu pensais vous pensiez que vous alliez rester 22 ans dans l'entreprise?
Non, parce qu'au bout de 6 mois, elle a failli rentrer. On s'est posé des questions, c'est pas évident, c'est pas tout à fait comme prévu. Alors, j'en profite pour. En fait, c'est le côté laisser la place à l'imprévu. Moi, c'est peut-être la chose que je trouve le plus important. On peut avoir une vision des projets, mais quelle est la place de l'imprévu dans votre projet? Parce que s'il n'y a pas de place pour l'imprévu peut être. Il est toujours bénéfique à la fin, mais il faut lui laisser une place. Ça n'est pas forcément. Mais s'il n'a pas sa place, ça veut dire qu'on a tout prévu, mais ça n'existe pas dans la vraie vie. Donc la place de l'imprévu, c'est lui laisser tout d'un coup quelque chose et on va faire d'un problème ou d'une opportunité quelque chose en tout cas. Et du coup, 22 ans, ah non, ce n'était pas du tout dans le plan. Ça a commencé à se construire au bout de 2, 3, 4 ans. Quand on a monté l'entreprise, on s'est dit on ne peut pas monter l'entreprise tout seul. On se lance dans quelque chose. Si ça ne va pas, on rentre en fait. Ça a été ça notre réflexion. Et puis on s'est accroché. Et puis voilà, on s'est accroché. Puis on y a cru tout simplement comme on ne sait pas pourquoi, mais on y croit parce qu'on sait qu'on tient quelque chose, qu'on a raison. En fait, on est persuadé que ce que l'on fait est juste et qu'on a raison de le faire. Et qu'est-ce que tu as appris là depuis ces 22 ans, depuis ces 22 années à Fitch? J'ai appris beaucoup sur moi et sur les autres. Déjà d'être cohérent, d'être à peu près lucide sur soi-même. Et puis que par contre, on peut faire des choses. On peut faire des choses assez qu'on n'aurait pas imaginées en fait. Donc, il y a des gens qui me disent parfois on a fait des choses qui sont cool, je vais dire ça comme ça. On n'est pas très porté sur ce qu'on a fait, on est très porté, nous, on regarde vraiment devant. Donc, moi, je ne suis pas nostalgique du tout, donc tout ce que j'ai vécu, je le trouve fantastique, mais je n'ai pas de regrets par rapport à ça. C'est tout ce qui se passe devant qui me plaît, c'est ma personnalité, donc j'aime bien avancer, avoir des projets, développer des choses. Mais effectivement, j'aime bien ce côté, je me suis plus préparé aujourd'hui, mais ce côté imprévu, j'aime bien laisser me dire il y a quelque chose qui va se passer qui n'était pas prévu et il faut donc qu'on soit un peu prêt. On ne peut pas prévoir Covid, parce que Covid, ça n'a plus à personne. Ça a été terrible, c'est vraiment pour le coup, alors là, difficilement prévisible. Mais en tout cas, c'est une grande leçon et il faut laisser de la place à tout ça et être capable ensuite de la versatilité. J'ai appris l'agilité et la versatilité. S'adapter très vite, en fait. C'est la force des petites sociétés. C'est ça que j'ai aimé, c'est on a un problème, on est capable de virer de bord, on est capable de changer de cap, on est capable peut-être. Par contre, il faut prendre des décisions et elles ne sont pas toujours faciles. Et ce n'est pas là où la voie semble la plus facile qu'il faut forcément aller. Mais c'est là où on est porté par quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, exact. C'est pas là où c'est vers quoi porte le cœur. Il y a le cœur et la raison, mais vers quoi porte vraiment l'impulsion, quoi. J'ai envie d'aller vers quoi et pourquoi je fais les choses. En fait, la question, c'est pourquoi je fais ça, mais pourquoi je le fais. Parce que si on arrive à répondre, c'est facile à dire, au pourquoi, on a la source. Et si on a la source, elle n'est pas tarie, la source. Donc, dès qu'on a la source, on sait qu'il y a de la matière. Pour moi, c'est un peu ça. C'est comme le combustible. Il faut le préserver, il faut le protéger. Et donc, si à la base, on peut répondre au pourquoi, moi, je peux continuer à avancer. Si je n'ai pas cette réponse, c'est compliqué, quoi. Pourquoi on fait ce truc-là? Voilà, et c'est pas que économique. Hein. C'est juste pourquoi on développe ça, pourquoi on développe ce secteur, pourquoi on va par là. Donc, je dois l'expliquer à mes collaborateurs aussi, parce que s'ils ne comprennent pas, c'est sûr. Comme je suis breton et pourtant mauvais marin, pardon, j'aime bien l'image du bateau. Moi, j'ai besoin que mon équipe nous fasse confiance. Nous, on est capitaine du bateau avec Isabelle. Il ne faut pas qu'ils se posent la question de pourquoi on va naviguer vers là, en fait. Il faut qu'ils aient confiance en nous. Nous, on leur propose un voyage, il faut qu'ils valident le truc. Mais s'ils se posent la question, mais pourquoi on va là, si on n'a pas réussi à leur répondre, à leur donner des réponses, ils ne valident pas. Donc, ils ne nous accompagnent pas. Comment concrètement tu le mets en place avec ton équipe? Parce que ça peut fonctionner pour un patron de club de fitness, pour une box, pour n'importe quel type de business. Comment tu fais? C'est des réunions quotidiennes? C'est quoi? Comment tu… Ouais, c'est ça qu'on a appris. On a commencé à 2. Donc aujourd'hui, j'ai 10 collaborateurs et collaboratrices. Donc on est effectivement 11 aujourd'hui. L'idée, c'est ça, c'est qu'à chaque fois qu'on a des projets, en début d'année, on essaie de poser, on regarde ce qu'on a fait et on a créé à Fitz. Cette année, c'était une année particulière avec l'avant-Covid. Moi, particulièrement, ça m'a beaucoup impacté, ça m'a beaucoup choqué. C'était très compliqué comme plein de gens. J'ai pris ça en pleine face. Mais j'ai pris l'effet Covid en pleine face et j'ai eu très peur, comme plein de gens. Pas uniquement pour mon entreprise, j'ai eu peur je me dis, mais c'est quelque chose de très compliqué qui nous arrive. Et du coup, ça m'a poussé à réfléchir et à créer un projet, justement. Et du coup, on a fait pour nous, je peux partager ça, on a développé le projet FitzPro 2025. Et FitzPro 2025, c'était de donner de la vision et de l'élan à mon staff parce que
je ne peux pas compter sur des gens qui, pour une raison ou pour une autre, ne suivent pas, ou si je change de personnel, il y a trop de turnover dans l'entreprise, c'est très difficile de construire. Les gens ne nous appartiennent pas, mais avoir des gens qui partent tous les ans, tous les 2 ans, il y a un souci. Et il faut que les gens s'inscrivent dans un projet. Donc, du coup, d'expliquer par des réunions, par des projets, de partager avec eux, d'écouter. C'est pour ça aussi qu'on a besoin de s'entourer. Donc, c'est reprendre des informations de leur part également. Nous, on a une vision, mais il faut qu'ils la partagent. Il faut qu'ils valident notre projet. Et du coup, à travers des réunions, d'exposer vers où on va, qu'est-ce que l'on veut faire, vers où nous on emmène la vision qu'on a pour FitzPro, où est-ce qu'on imagine cette entreprise en 2025. Et aujourd'hui, on l'a fait en 2021. Donc, on se donne 4 ans. Évidemment, la vision à 2025, elle est floue. Évidemment qu'elle est floue. Ce serait flou de dire que c'est très clair, ce n'est pas du tout. Mais il y a un cap. On ne va pas au nord, à l'ouest. Non, on a décidé de prendre un cap. Ce cap, il est déterminé. Et du coup, on a développé différents projets dedans. Et enfin, on donne des missions. C'est pour ça que je répète ma petite leçon. On donne ensuite des missions aux collaborateurs. Missions qui sont plus courtes. Et sans doute que la vision, on verra, peut-être qu'on devra changer un petit peu d'orientation, de cap pendant la course. Mais par contre, quand on y va, tout le monde y va en fait. Tout le monde y va. C'est pour ça il faut qu'ils aient confiance en nous et il faut nous qu'on ait confiance en eux. De toute façon, parce qu'on y va à plusieurs. Et ça ne peut marcher que si nos collaborateurs suivent aujourd'hui. Et moi, ce que j'ai aimé chez vous, du coup, quand je suis arrivé, on a lancé, entre guillemets, un petit peu l'entraînement fonctionnel, le functional training. Tu te souviens, on avait fait des formations et tout. Et je me souviens qu'on était quand même, vous étiez Fritz Pro, les précurseurs et tout. Et donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de rentrer un petit peu dans ton cerveau et d'avoir c'est quoi la vision pour toi on va dire pour l'instant, du marché du fitness de manière globale par rapport à tout ce qu'on a pu vivre là depuis 2 ans et par la mutation, parce que ça a beaucoup évolué le fitness, 80, 90, 2000, 2010, 2020. C'est quoi pour toi l'avenir de notre secteur, de notre industrie? Alors, je ne sais pas si je le sais, ce serait prétentieux. S'il faut tirer des leçons, il y avait des choses, il y avait déjà des éléments pré-Covid, parce qu'on avait, pour reparler la segmentation du marché, en fait, si on fait du benchmarking, j'ai appris mes petites leçons également, il faut absolument regarder les autres entreprises de services qui peuvent être en avance par rapport au fitness, et ailleurs, comment ça se passe. Donc, si on fait un peu de benchmarking, on a vu effectivement la segmentation de notre secteur arriver, donc le low cost, il n'est pas né dans le fitness, il est né avant. Donc, en faisant attention aux entreprises de services et de loisirs, on a une vision de ce qui va se passer dans le fitness, qui est du service. Ce n'est pas du sport. Le fitness, c'est une entreprise de service. Le sport, chez nous, est un prétexte. On pratique le fitness. Le fitness, c'est en plus complètement démocratisé. Donc, le fitness des années 80, globalement, sans être péjoratif, l'aérobic et le bodybuilding sont morts. C'était sympa, mais c'était une autre période. Aujourd'hui, il est devenu tellement multiple. On a 4 générations de gens qui se côtoient dans les fitness, de la Gen Z aux baby boomers, donc c'est plus du tout le même monde. Et donc en pré-Covid, on avait déjà une segmentation forte du marché avec effectivement les 3 niveaux, le low cost, le mid-market sur lequel au début le marché s'est construit, et enfin les premiums. On rajoute là-dessus la dynamique un peu des boutiques gym qui reste quelque chose d'assez spécifique, mais qui est arrivé, qui est très anglo-saxon, mais on ne peut pas dire non plus que les boutiques aient complètement envahi le marché. Par contre, le phénomène CrossFit est un phénomène extraordinaire, incroyable, qu'il faut analyser, puisque c'est un modèle, et il existe, il s'est développé très fort, il mute aussi. Donc, on a aussi aujourd'hui des petites entreprises, des micro-gyms qui se développent, une segmentation du marché, une nouvelle population, et enfin, on ne peut pas éviter la digitalisation de l'entraînement. Donc, cette digitalisation de l'entraînement, elle est venue hybrider l'entraînement fitness. On peut aimer ou pas, mais il y a 20 ans, 25 ans, le club de fitness était un peu le temple du fitness. Et aujourd'hui, ça fait partie d'une façon de faire du fitness. Mais je peux faire du fitness en faisant une Spartan Race ou une Mud Race ou une course, on appelle ça du fitness. Je vais presque faire un footing, on appelle ça du fitness. Je fais du crossfit, on appelle ça du fitness. Je fais un cours de body pump, on appelle ça du fitness. Je fais une séance de muscu, on appelle ça du fitness. Donc maintenant, pour les gens, c'est top parce que le grand public est extrêmement large. Mais par contre, il y a une vraie hybridation et il y a une forte mutation des indices de consommation. Et ben dans le fitness, on doit effectivement faire attention. En 2 ans, en 2 ans et demi, en 2 ans de pandémie, les gens ont été choqués, impactés par le Covid et ont beaucoup changé. Et parfois, je ne suis pas sûr que 2 ans après,
Certains et certaines dans leurs entreprises l'ont proposé, mais au bout de 2 ans, reproposer la même soupe à des gens alors qu'ils ont changé et le monde a changé. Et aujourd'hui, je ne parle pas de la situation actuelle avec l'Ukraine où il se passe des choses, c'est compliqué de gérer tout ça. Et on ne peut pas avoir la même proposition d'il y a 2 ans. Il s'est passé trop de choses. Et je pense que ça peut décevoir des clients qui se disent moi, j'ai été impacté, j'ai changé. J'attends peut-être un peu autre chose. Et j'arrive dans un endroit où on n'a quasiment rien changé. C'est pas possible, en fait. Il faut proposer quelque chose. Alors, c'est pas juste bouger les machines. Mais même bouger les machines, c'est déjà pas mal. Changer un peu la déco, OK, changer un peu la valeur. Et puis peut-être la façon de consommer. Je pense des abonnements hybrides avec une part digitale, les gens, certains, bon an, mal an, ont décidé de s'entraîner chez eux, à l'extérieur. Et peut-être que ça fait… Mais ils ont besoin d'être coachés. Donc, de leur proposer des applis, des entraînements à la maison, en plus d'un abonnement. Voilà, pour moi, c'est le côté multiple qui n'est pas évident. Mais pour des clubs mid-market qui proposent plein de choses et qui veulent que tout le monde vienne chez eux, c'est compliqué de retrouver. Il n'y a pas forcément cet élan, même s'il y a un retour, parce que la dynamique sociale est très importante. Donc, pour terminer, la dynamique sociale est vraiment à redonner. Justement, les gens ont été choqués, on nous a empêchés de nous voir, peut-être à bon escient, mais en tout cas, aujourd'hui, les gens veulent se retrouver. Donc, c'est avant tout la dynamique sociale. Il faut créer des social gyms, des social clubs. Le sport est un prétexte. C'est la dynamique sociale. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on propose qu'un accès avec des machines et… Bon, j'y crois moyen, même si c'est une façon de consommer. Je pense que et ça demande aussi beaucoup de turnover, beaucoup de clients. Peut-être qu'avec une dynamique sociale, plus de management, mais vraiment une dynamique sociale importante. Et par rapport à toutes ces mutations, transformations, qu'est-ce que toi, tu leur dis aux patrons de club aujourd'hui? Comment ils doivent réagir? Parce que tu es source de propositions, toi, par rapport à tout l'écosystème que vous avez construit auprès de FitzPro. Quel est le message que tu veux leur faire passer? Alors moi, j'aime bien le côté… on a appelé notre studio Hybrid Gym. On a accepté, parce que l'hybridation, c'est quelque chose de naturel dans la nature, donc d'accepter de ne pas forcément être vouloir unique. L'hybridation, c'est un mélange, d'accord? Donc, de faire plusieurs choses. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand je parle avec des patrons de club, j'évite de leur dire ce qu'ils ont à faire parce que c'est plutôt des discussions. L'idée, c'est de se dire, de réfléchir, mais pourquoi, en fait, encore une fois, c'est pourquoi vous proposez ça et exactement pourquoi vous le proposez. Donc, le client vient, les membres viennent pour une certaine prestation. Mais aujourd'hui, quelle est la valeur ajoutée de votre entreprise? Non pas pour comparer, simplement, quelle est la valeur perçue? Qu'est-ce qui va faire que les gens vont effectivement, non pas forcément plus venir, mais vont rester dans ce club? Voilà, qu'est-ce qui va faire qu'ils peuvent être attirés quelque part? Mais bon, il y a plusieurs fleurs pour attirer les abeilles. Donc, à un moment, il y a pas mal de propositions. Il y a tellement de propositions. Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont être moins versatiles et qu'ils vont rester? Et pour ça, c'est l'encadrement et le service. C'est la base de notre métier. Et si on l'a perdu, c'est problématique. Par contre, il faut investir donc sur l'humain. Il faut investir sur la formation des humains. Il faut investir sur la dynamique sociale que l'on met dans le club, parce que c'est pour ça que les gens restent. Les gens veulent des moments sociaux. Parfois, comment tu fais pour activer cette dynamique sociale? Est-ce que tu as vu des choses, toi, qui peut-être dans d'autres clubs ou autres, qui seraient intéressants? C'est de donner en fait à des moments sociaux. Donc les moments sociaux, c'est un cours collectif est un moment social. Bon, on connaît, on n'a pas inventé les cours collectifs depuis des années. Par contre, dans ce cas-là, le cours existe déjà. Donc on refait ce qu'on faisait, etc. Par contre, on peut faire, du coup, l'instructeur peut être formé pour être particulièrement vecteur de dynamique sociale et d'émotion dans le cours. Pas juste un prescripteur de mouvements techniques. Évidemment, c'est bon en fait. Mais est-ce qu'il apporte plus? Donc on peut le former pour ça, lui dire, tu as un rôle capital dans le management des clients. Pas juste pour bien leur faire exécuter le mouvement. Ouais, donc on remet au centre, on va dire, le professionnel. On remet au centre le coach. C'est lui qui est le prescripteur. C'est lui qui, effectivement, c'est lui qui est capable de faire passer le message à des gens, mais toujours des messages positifs. Et il est primordial. Donc, si c'est perdu dans juste le fait de déblatérer 3 consignes et de faire passer son contenu parce qu'il n'a pas le temps, etc. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment qu'il y a une notion d'échange. C'est valable dans le club, où il y a des activités de club dans le club, comme on dit souvent, ça fait quelques années dont on en parle. On crée des capsules, aujourd'hui on parle de capsules émotionnelles, avec un espace, par exemple, je ne suis pas sûr que le comptoir à côté des clés à prendre 3 checks de prot, ce soit le truc le plus
c'est pas la référence ultime du fitness, quoi, hein, de toute façon. Donc, en fait, à un moment, la nutrition, c'est la nutrition. La nutrition, c'est pas que des protéines, ça en fait partie. Mais d'avoir un petit côté healthy, il y a beaucoup d'entreprises anglo-saxonnes qui se sont mis dessus, ils vont parfois très loin, où le côté, on vend quand même de la santé. Donc, en fait, on est capable de proposer des choses et du coup, de donner une part belle à la nutrition dans un club de fitness avec un petit côté healthy, bar, sympa, il n'y a rien d'extraordinaire, mais quelque chose qui est très travaillé avec beaucoup de déco. Bon, un endroit où on se sent bien, encore une fois, j'ai envie de m'asseoir, j'ai envie de passer du temps avec des amis, j'ai envie de prendre un petit check, j'ai envie de prendre mon petit truc. Voilà, un endroit où j'ai envie de passer du temps. Un espace d'accueil qui est très travaillé. Est-ce que c'est utile d'avoir un énorme comptoir? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un comptoir un peu plus petit et plus de place pour les gens pour faire autre chose, s'asseoir ou développer une activité ou présenter une activité? Dans l'espace functional training, est-ce que c'est une vraie capsule entraînement fonctionnel? Est-ce qu'il y a une part qui a été dédiée intelligemment dans le club? Et est-ce qu'on y fait des activités dirigées? Là, on a envie d'y aller. Là, on peut proposer quelque chose. La valeur est plus élevée. Donc, il y a des espaces spécifiques dans le club et tout est lié. Par contre, il faut que les clients, il y a un parcours client qui est travaillé pour que un maximum de clients ne soient pas juste mis sur la muscu ou les cours co, comme on le voit trop souvent. C'est un parcours un peu plus élaboré. Et il faut s'inspirer de ce qu'on voit ailleurs dans le service et l'industrie. Dans un bon restaurant, dans un bar, dans un magasin de fringues, ce sont les champions du service. C'est eux qui nous donnent des pistes. Oh. Et concernant le personal training, pour toi, quel est si aujourd'hui on est personal trainer ou on aimerait se lancer dans le personal training, est-ce que tu crois qu'il y a encore des choses à faire de ce côté-là? Il y en a beaucoup, on est bien placé, puisqu'on en forme beaucoup tous les ans. Oui, en fait, alors le marché suisse est un marché un peu particulier, mais il y a la place du coaching. Aujourd'hui, ça fait partie de. Voilà, il y a des coachs de vie, donc on a du coaching à toutes les sauces. Ça fait partie du jeu. C'est une tendance aussi aujourd'hui de notre humanité, en fait, le coaching. Mais c'est vrai qu'au niveau du coaching sportif, il y a plein de choses à faire. Simplement, au départ, si on doit choisir, c'est effectivement, encore une fois, je reviens sur cette question, hein, peut-être que j'espère que ce n'est pas trop redondant, mais c'est moi ce que j'aime partager avec les étudiants quand je passe plus assez de temps avec eux, mais c'est normal, maintenant, c'est eux qui avancent beaucoup, mais c'est mais pourquoi tu veux faire ça, en fait? Pour moi, c'est le pourquoi, en fait. C'est mais pourquoi tu veux faire ça, en fait? Certains, ils vont dire, et si on n'a pas la réponse qui fuse, déjà, c'est déjà un problème. Il faudrait que c'est parce que parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de partager avec des gens, très bien, j'ai une passion personnelle pour le sport incroyable, j'ai envie de transmettre, j'aimerais gagner ma vie avec ça. Chacun a sa source, l'important c'est qu'elle soit identifiée, quoi. Exactement. Et pourquoi tu veux le faire? Une fois que tu as répondu à ça, il faut que tu en sois persuadé, il ne faut pas me répondre à moi, hein, c'est répondre à soi. Je suis porté par ça, ce n'est pas toujours très clair, mais je suis très porté par ça, j'ai envie d'aller vers là. Alors à ce moment-là, déjà la motivation est là pour apprendre, pour comprendre. Et ensuite, effectivement, c'est d'élaborer un projet en se disant aujourd'hui, je peux travailler en tant que coach sur plein de choses, mais l'accompagnement des gens, parce que le coaching, c'est de l'accompagnement, le sport, alors nous, ça va être le sport, mais c'est l'accompagnement plus global. On peut choisir la nutrition, le sport, la réhabilitation, on peut choisir plein de choses, mais c'est un accompagnement qui est très complet, c'est se former, être ouvert, avoir une grande psychologie et effectivement, amener les gens, c'est faire du sport à des gens qui n'en font pas globalement et bien sûr, se garder le plaisir d'entraîner peut-être des gens plus athlétisés, plus champions. Mais 80% des clients sont des gens qui justement ne sont pas des grands sportifs, ne veulent pas d'ailleurs le devenir. Et ils viennent vers nous par besoin. Et l'idée, c'est de transformer le besoin. On va chez le médecin, à l'hôpital, par besoin, pas parce qu'on en a envie. C'est acté. Par contre, on peut avoir besoin d'un coach parce qu'il nous manque une chose, la motivation, la source, qui est peut-être chez le sportif la source ultime. Et encore, avec les années, c'est difficile, mais on a besoin, les gens achètent de la motivation. C'est ça qu'ils achètent. Oui, ça c'est intéressant et important ce que tu dis. C'est vrai que la motivation, c'est quelque chose d'hyper important et je pense qu'on ne le met pas assez en avant dans notre discours. Oui, toi, tu le fais bien, mais c'est la motivation et c'est valable pour le fitness en général. Est-ce que les prestations, est-ce que les gens, est-ce que l'environnement que je vais proposer dans mon club, dans mon studio, dans mes prestations, est source de motivation? Et pour le plus grand nombre, si je veux tout, est-ce que c'est une source de motivation à faire de l'exercice, ensuite que je veuille perdre du poids,
que je veux me tonifier, que je vais préparer un concours, que je vais faire un triathlon, que je vais devenir champion olympique, il faut une source énorme de motivation. Et ça, c'est nous, coachs, ça, c'est nous dans l'industrie de fitness qui pouvons la proposer. Il faut que les gens adorent venir s'entraîner parce on a une source de motivation. Mais la source de motivation, elle est par les humains, par l'encadrement, par le côté déco du club, par les prestations, par tout ce que ça représente. Et c'est ça qu'il faut être. C'est ça que dans notre industrie, on doit travailler le plus, créer un environnement extrêmement stimulant, le côté motivant, fun. Le fitness, alors j'utilise cette phrase, tu l'as sûrement entendu parler, on me dit aussi, même si ce n'est pas toujours vrai, mais on joue au foot, on joue au tennis. Il y a des fois, on ne joue pas vraiment au fitness, hein, parce que wow. Donc, la question, c'est de se dire, est-ce qu'on peut jouer au fitness? L'entraînement fonctionnel, le coaching, un bon encadrement, des bons cours sont des moments de motivation extraordinaire. Quand on soit à deux, tout seul, et si on s'entraîne tout seul, il doit y avoir une source de motivation incroyable. La musique peut en faire partie, l'événement, l'encadrement et le groupe. Donc, il faut devenir des experts dans la motivation. Et là, je pense qu'effectivement, la version fitness qu'on peut proposer, quelle qu'elle soit, elle est intéressante et elle a aussi une dimension économique et rentable. Mmh. Et par rapport à ce jeune coach qui voudrait justement développer une carrière dans le coaching, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? En sachant qu'on en connaît beaucoup, les gens veulent faire du coaching, peut-être sans doute pour les mauvaises raisons et ont des difficultés à développer une clientèle. Quels seraient les conseils que tu pourrais leur partager? Alors, beaucoup de coachs arrivent. Le premier conseil, c'est effectivement, encore une fois, pourquoi tu veux faire ça? Voilà, pourquoi tu veux le faire? Est-ce que c'est quelque chose de très ancré en toi? Parce que tu es sûr quand même, parce que c'est un parcours. Donc, il faut être prêt à un parcours. L'idée aussi, c'est de se dire, mais est-ce que tu as quand même un projet où tu verras bien au fur et à mesure? Est-ce qu'il y a un projet? Est-ce que tu te projettes dans quelque chose? Après, pour moi, c'est la curiosité et la motivation personnelle. C'est quelqu'un de curieux, puisque je me sers de mon expérience. Alors, ce n'est que la mienne. Elle m'a porté, donc c'est ce que je peux partager de plus. Ouais. L'idée pour moi, c'est de dire, est-ce que reste très perméable, reste très curieux, parce que tu vas trouver autour de toi. Donc, il faut aller au contact des autres, il faut essayer les choses, il faut voyager, j'en suis persuadé. Avoir son diplôme, quel qu'il soit, dans n'importe quelle école, et de dire, voilà, faire 3 cartes et un demi-site ou un petit post sur Facebook, vulgairement, excuse-moi, c'est bullshit pour moi, en fait. Il y en a des kilos comme ça. Donc, en fait, c'est plus que ça. C'est donner une dimension, c'est de se donner les moyens, de voyager un peu, d'aller chercher les gens. Donc, il faut être très motivé, il faut être aussi moteur. Il faut avoir envie d'aller chercher, rencontrer des gens, essayer des concepts. Aujourd'hui, il y a tout en Europe autour de nous, peut-être parfois à côté de chez soi. Voir quelque chose qui vous plaît foncièrement et quelque chose qui dit, tiens, ça me plaît beaucoup. J'ai vu un truc qui me plaît. Mais si je ne bouge pas, si je ne vais pas voir, je ne sais pas forcément. Si j'attends qu'on vienne vers moi, c'est mort. Donc, il faut aller, il faut être très proactif. Il faut prendre des risques. Il faut s'exposer. Quitte à comprendre que peut-être finalement, c'est un peu compliqué et pas s'arrêter au premier truc. Mais il va forcément se passer quelque chose de positif si on va chercher. Forcément, il y a des rencontres. Forcément, on va voir quelque chose. Par contre, on se rend aussi, pas trop de certitude et assez ouvert à ce qui va se passer. Voilà ce que je partage. Ouais. Et comment aujourd'hui, toi, tu vois parce que vous voyez énormément d'étudiants chaque mois, comment tu vois le marché de la formation? Et je vois beaucoup aussi de jeunes coachs ne pas savoir quel type de formation. C'est vrai que moi, à mon époque, il n'y avait pas énormément, il n'y avait pas tout ce panel de formations disponibles. Aujourd'hui, il y en a une multitude. Est-ce que je me lance dans le fonctionnal? Est-ce que c'est plus le pilate, le yoga? Enfin, il y a énormément de possibilités. Comment vous faites, vous, pour diriger du coup chaque étudiant, ou en tout cas essayer de leur donner des clés pour trouver leur propre voie? Alors, la question est très bonne parce qu'effectivement, on a aussi une formation qui est générique au départ et puis après, on ouvre sur différents univers. Donc, quand on rencontre les gens, particulièrement dans nos journées portes ouvertes, c'est aussi une rencontre où nous, on va présenter évidemment les formations, elles existent, etc. Mais l'idée, encore une fois, c'est que la personne est au cœur du projet. C'est qu'est-ce qui te porte et qu'est-ce qui t'amène à venir ici? Donc, c'est encore une fois la question, mais pourquoi tu veux faire ça en fait? Et ensuite, mais qu'est-ce qui te plaît dans le fitness? Qu'est-ce qui te plaît intimement? Qu'est-ce qui te plaît? Donc, je suis porté plutôt par ça, etc. Donc, il faut identifier les sources. Encore une fois, je me répète, je suis désolé, mais ces sources de motivation qui font que ça va porter complètement après vers quel cursus je veux faire. Je travaille à côté, j'adore, je veux juste faire une formation pour donner des cours collectifs.
Très bien. Ensuite, on peut se permettre d'avoir un travail à côté, de donner quelques cours, tu le sais très bien, et c'est très cool. Mais voilà, en 4-5 mois, on va être formé pour donner des cours collectifs. On peut rajouter un ou deux programmes pré-chorégraphiés de type Les Mills. Et on donne 4, 5, 6 cours par semaine. Et c'est l'éclate, on se rencontre, on se dit, ouais, c'est fantastique, j'ai eu une expérience fantastique. Donc là, ça a été relativement court. Et c'est compatible avec une autre activité. Donc, on va déterminer ça au départ. Ce n'est pas la peine de faire une formation de personal training pour donner des cours collectifs et inversement. Après, il y a des gens qui ont des projets plus profonds, qui ont des idées déjà établies, qui s'imaginent avoir leur salle de fitness ou leur studio de coaching, etc. Donc, c'est leur dire effectivement, mais qu'est-ce que derrière toi, est-ce que tu es sûr que tout ça, ça te plaît? Et enfin, enrichis ton projet de quelque chose. Donc, dans la formation, il y a beaucoup de demandes. On essaie de leur dire, commence par là. On essaie de les aiguiller, de leur dire, cette formation va t'amener en tout cas à rencontrer, aborder des sujets, des thèmes, rencontrer des gens, nos formateurs, d'autres également, parce que la rencontre dans la formation est très importante. Et tu vas voir des gens qui te ressemblent beaucoup, d'autres différents. Et encore une fois, c'est le premier stade où tu es un petit peu comme ça, un incubateur. Et tout d'un coup, à la sortie, beaucoup me disent, c'était vachement intéressant, ça m'a conforté. Ou alors, comme pour moi, c'est incroyable, je n'aurais jamais pensé. Moi, je n'aurais jamais pensé un jour faire carrière dans les cours collectifs. Ça me semblait je viens de la gymnastique et de l'athlétisme, mais ça me semblait on a fait aussi, toi aussi, je crois que tu viens du foot, Andy, et tu as donné aussi et on a adoré ça. Donc, qu'est-ce qui a fait que, voilà, donc, c'est de se dire que ça peut changer. Par contre, il faut rentrer dedans avec quand même une certaine idée, puis une volonté de découvrir, d'essayer, d'apprendre, se donner un temps, en fait, pour voir si effectivement ça nous plaît et que ça vient encore remplir effectivement notre motivation, de se dire, voilà, je ne suis pas très, très sûr de ce que je vais faire, mais par contre, qu'est-ce que ça me plaît? Ça me remplit de joie, ça me remplit de motivation, j'ai envie de faire ce truc. Donc, ce n'est pas toujours très clair. Par contre, ce n'est pas grave. Peut-être que tu as identifié ce que tu ne veux plus faire. Au pire, on va découvrir ce que tu aimes faire. Et peut-être que ça va se construire à travers des rencontres, des opportunités qui vont se présenter. Donc, avant de monter, pour terminer, avant de monter son business, il faut se laisser un peu de temps pour pratiquer et faire aussi l'essentiel, rencontrer des gens, faire du coaching, rencontrer des professionnels. Donc, c'est ce côté immersion, moi, qui me plaît. Et je crois que tu connais très bien l'immersion. Et je pense que vous êtes le lien entre, tu parlais tout à l'heure de remettre au centre en fait le professionnel, donc que ce soit l'instructeur fitness, le coach, le personal trainer, bref, quel que soit le nom qu'on l'indique. Et vous avez en fait cette responsabilité, je dirais, de pouvoir amener les gens dans ce métier-là et de les, comme tu disais, être curieux. Parce que souvent, on se dit, le Pilates, ça a l'air nul. Puis en fait, par un détour, tu fais une session de Pilates, tu dis, ah ouais, en fait, c'est pas si mal que ça. Et quand tu creuses après, ça peut être, on va dire, ton activité principale. Comment vous faites, vous, pour faire prendre conscience à des jeunes qui veulent se lancer dans le fitness? C'est quoi le processus? Tu parlais tout à l'heure de journée porte ouverte. Comment on fait si on est intéressé, qu'on est suisse ou il y a aussi des frontaliers qui viennent vous voir? C'est quoi le processus pour apprendre et pour voir un petit peu si ça peut me plaire ce métier-là? Effectivement, c'est déjà de rencontrer effectivement un univers et des professionnels. Et l'idée, c'est que nous, ces journées portes ouvertes, c'est exactement les journées d'immersion. Alors, on les travaille beaucoup, c'est les journées qu'on travaille beaucoup, puisqu'on a aujourd'hui, nos locaux représentent exactement, et tu connais nos locaux représentent exactement, aujourd'hui, on est un gros centre, on a 1300 mètres carrés, ça représente exactement notre vision que l'on a du fitness et ce qu'on veut amener à ressentir à nos étudiants. Donc, on les met en immersion dans un univers qui est fitness, qu'ils ont identifié, mais avec pas mal de surprises. Et on leur propose un univers qui va être extrêmement stimulant pour leur formation. Et ensuite, on explique la formation, mais avant tout, on explique les bénéfices de la formation. C'est pourquoi je le fais et qu'est-ce que tu peux en retirer. D'abord pour toi. Enfin, il faut d'abord se satisfaire aussi. Donc, effectivement, on a un vrai plaisir. Encore une fois, la source de motivation. Et ensuite, on va leur faire tester. Très vite, on fait une visite des structures et c'est exactement comme lorsqu'on a un bel objet. On a une voiture, ce n'est pas une voiture pour certains. Un vélo, ce n'est pas juste un vélo, c'est un objet qui est magnifique. Donc, en fait, on veut présenter nos structures et la formation comme une source de motivation pour parvenir à quelque chose, pour se grandir, pour assouvir quelque chose de très fort. Et par contre, on va les faire découvrir très tôt dans la formation différents univers, différentes choses. Donc, je peux rentrer parce que j'aime bien la muscu dans mon fitness et puis j'adore m'entraîner en muscu, etc. Mais dans la formation, on m'a dit, tiens, on m'a montré une version des cours collectifs. Waouh, je ne voyais pas ça comme ça. Le Pilates, tu viens de le dire, les techniques wellness. Je suis rentré dans une salle, on va me proposer de faire du Pilates Reformer et on me dit que là, avant, il y avait un champion de sprint qui s'entraînait. Tiens,
Donc, ce n'est pas, madame, je ne suis pas dans les archétypes ou dans les certitudes que j'ai. Donc, c'est les rendre curieux, les mettre en situation de découverte. Et voilà, il suffit de 15 minutes sur une machine Reformer pour se rendre compte que c'est un fantastique outil. Ça peut ne pas plaire, c'est pas grave. Ça peut être, mais par contre, ça peut aussi susciter quelque chose. On dit, tiens, c'est vraiment intéressant. Et je ne m'attendais pas. Tiens, je n'aurais pas cru, la fameuse imprévue. On a une structure dans les cours collectifs, pareil, donner une version des cours collectifs qui soit particulièrement stimulante. Par exemple, pour des garçons, évidemment aujourd'hui, il y a beaucoup, mais voilà, on va volontairement dans la journée porte ouverte ou d'intégration, ça sera filles et garçons qui donnent les cours pour que chacun s'identifie. Donc on se dit, tiens, oui, quand je le vois lui, et il va vous dire qu'il était à ta place il y a 3 ans, il y a 5 ans. Donc en fait, c'est pour que tout de suite, il y ait la capacité de se projeter et de dire, tiens, si tu le souhaites vraiment, si ça te plaît, c'est réalisable. Et voilà quelques exemples, en fait. Il faut être très, très concret. Donc, c'est faire monter la motivation, on les mettre dans un environnement qui est très positif et qui leur donne envie d'étudier dans les métiers du fitness, parce qu'après, on va arriver, une fois qu'on a passé ce cap, qu'on se dit, waouh, ça m'a donné envie, on rentre dans le dur. Donc, cette motivation, oui, il y a un moment, il faut aborder la matière passionnante, mais c'est avec une forte motivation qu'on arrive à étudier le soir son anat et sa physio, etc., que ce soit en e-learning ou en présentiel. Il faut de la motivation, il faut que c'est du sens, en fait, dans le projet. Sinon, on n'a pas besoin de nous, il suffit d'aller sur Internet, on apprend 3 trucs. Donc, c'est la différence entre le futur professionnel et quelqu'un qui le fait juste par passion pour s'enrichir. Et qu'est-ce que ça a changé pour vous, école de formation, par rapport à ce qu'il y a eu au niveau du Covid? On en a parlé un petit peu en off ensemble. Par rapport au e-learning ou des choses comme ça, tu vois, toi, le système d'apprentissage, un nouveau système d'apprentissage où les étudiants viennent te voir par rapport à ce modèle hybride un petit peu? Comment tu vois les choses? Complètement, tu as raison et tu t'en es rendu aussi compte parce que tu étais effectivement déjà très tôt de la chose. Mais effectivement, on avait lancé en fait, on a eu un concours de circonstances, mais il n'y a pas de hasard, tu l'as dit. En fait, je ne crois pas trop au hasard, moi, aux opportunités. On avait déjà misé sur l'e-learning. On a mis 1 année, 2 ans à créer notre plateforme e-learning pour tout ce qui est anatomie, physiologie, etc. Et comme pas de hasard, elle était prête en décembre 2019. Covid, c'est 2020, je crois. Hein, je me trompe. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, en décembre 2019, la plateforme est prête. Covid arrive fin février, en mars. Donc, en fait, on a pu, de par aussi nos reconnaissances ici, on a pu proposer à nos étudiants d'accéder en ligne à tous nos contenus et faire des webinaires. Donc, en fait, on était prêt à le faire. On avait préparé l'outil. Ce n'est pas de la chance, on avait anticipé. Et ça nous a, du coup, ça a accéléré complètement l'approche e-learning de nos formations, surtout sur les matières fondamentales. Et effectivement, c'est une réalité, on n'a rien inventé. Il y a d'autres sujets. Et aujourd'hui, il y a énormément d'écoles qui proposent des cours en e-learning de très, très bonne qualité. C'est une façon d'apprendre, en fait. C'est un apprentissage. Ça a du sens. On s'est quand même rendu compte que nous sommes des gens de terrain. C'est notre ADN. Donc, à un moment, il faut pratiquer. C'est tellement important. Mais aujourd'hui, on a hybridé notre système de formation où tous nos étudiants commencent par l'accès à un portail e-learning pendant 2 mois sur toutes les connaissances fondamentales d'anatomie, physiologie, sur de l'entraînement. Et ça, il s'est directement libéré 2 à 3 mois avant le début de la formation pour que les gens commencent à travailler chez eux à leur rythme. Parce que l'e-learning, tu le sais, c'est où je veux, quand je veux et comme je veux. 10 fois le même chapitre, 5 minutes sur mon portable, à la maison, à l'arrêt de bus, quand j'ai un moment. Et qu'importe la façon d'étudier, l'important, c'est d'arriver en présentiel après avec le formateur pour qu'on ait déjà acquis des bases de connaissances. Donc, on a pris conscience que cette façon de travailler, Covid nous a accéléré la chose et depuis, c'est resté intégré. On peut même faire nos formations. On propose aujourd'hui une formation personal training tout en e-learning. Ok. Est-ce que vous avez, du coup, ça serait intéressant de savoir si est-ce que les gens retiennent mieux, du coup, le fait d'avoir la possibilité de revoir le contenu ou autre, où il n'y a pas forcément de différence entre avant, voilà, c'était 3 jours, et il fallait suivre et on était focus sur la physio, la nat ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez pu faire des petites stats ou des choses, avoir peut-être un retour des élèves, non? On a un retour depuis 2 ans. On a un retour sur des résultats d'examen qui sont meilleurs sur les parties théoriques. Pourquoi? Tu le sais très bien, avant on avait une formation où tout était en présentiel. C'est exactement comme des cours. Alors, voilà, on peut le dire, on a d'excellents formateurs, et tu en avais partie, des gens comme Philippe, que tu connais très bien, qui est toujours nous adoré, c'est l'icône de la formation en anatomie en physio chez FitzPro, avec Ken également sur Lausanne, mais on a d'excellents formateurs. Donc, ce sont des gens intéressants et passionnants.
Mais bon, rester 15 jours assis dans une salle, et puis si on a le droit d'avoir des moments où on sait très bien qu'on est réceptif sur 30% du temps, vraiment. Donc c'est difficile et on s'est aperçu que lorsque les gens avaient 2-3 mois d'apprentissage à leur rythme, parce que c'est ça la clé, c'est à leur rythme, il faut que la plateforme soit intéressante. Donc c'est pour ça que c'est notre propre plateforme. Ben voilà, c'est du temps, de l'énergie, de la compétence et de l'argent qui a été mis dedans pour avoir une plateforme de qualité qui est intuitive, qui est intéressante, pour faciliter l'apprentissage, mais permettre aux gens de commencer à apprendre à leur rythme. Ça leur permet d'arriver après en présentiel où ils ont capté 70% de la matière. On ne leur a pas demandé à apprendre, mais ils ont écouté 10 fois l'articulation de l'épaule. Donc, Ouais, et puis surtout, je pense que du coup, pour le formateur, c'est cool parce que du coup, il s'appuie sur cet outil technologique pour le retranscrire sur la partie terrain. Et je pense que c'est ça aussi qui est assez puissant. Et c'est ce que disent, tu as raison, c'est ce que disent les étudiants. Ils disent, ah bah comme ça, je comprends, c'est cool, j'avais vu sur… Ah d'accord, comme quand je prends le squelette et tout d'un coup, je fais le schéma au mur, je fais la projection, je prends le squelette pour montrer comment ça se passe au niveau de la hanche. Ah bah oui, ça devient très clair parce que j'ai déjà un certain nombre d'éléments, surtout de matières fondamentales qui nécessitent de temps pour synthétiser l'information. Et c'est là que le présentiel devient primordial. C'est là que le présentiel, c'est fantastique parce que ça donne encore plus, tu l'as dit, de valeur aux formateurs qui n'est pas en train de reprendre tout le cours, mais qui dit est-ce que vous vous souvenez de ça? Et que ça, c'est important. Et voilà moi à quoi je sers. Je viens mettre de l'ordre dans la bibliothèque, mais s'il vous plaît, prenez le temps de lire les bouquins, parce que sinon, c'est difficile. Et du coup, ça marche bien. Et du coup, on a très bon retour, et du coup, le formateur est plus efficace. Et on a moins de temps en présentiel sur les matières fondamentales, donc plus de temps sur le côté pratique, où là, on a besoin de les assister, de travailler avec eux sur le côté terrain. Donc ça marche bien, tu as tout à fait raison. Oui, parce que c'est là où je vois un petit peu par rapport en France, notamment par rapport au BPGEPS ou autres, où on a plus tendance à vouloir réduire, à compresser du coup le temps disponible avec la formation et les formateurs. Et du coup, je pense que la plupart, quand ils arrivent sur le secteur, dans leur métier, ils ont pas assez en fait de bagages de terrain, quoi. Et je pense que moi, c'est ce que j'avais adoré à l'époque où on était en stage et en immersion totale dans un club. Ben, pour moi, c'est la pratique qui fait qu'on est beaucoup plus à l'aise. Parce que bon, la théorie, c'est une chose, mais tu le sais très bien, c'est que voilà, quand on est dans un club ou face à une personne, bon, les bouquins ne vont pas nous aider, quoi. Donc, par contre, le fait de s'être entraîné déjà avec le savoir-être, le savoir-faire, etc., c'est quand même beaucoup plus puissant. Bah oui, puisque notre métier est un métier de service, avant tout, puisque c'est rendre service à des gens à travers l'exercice physique et le fitness. Donc, c'est des notions de service, et c'est des choses qui doivent s'apprendre, le service. Il y a des choses qui peuvent être innées. Mais comme tu as dit, le savoir-être. Le savoir-être est primordial. C'est la première chose que les gens doivent avoir. C'est ce qu'on fait passer également dans l'information très vite en formation. Ce que vous faites n'est pas le plus important, c'est qui vous êtes et pourquoi vous le faites. Donc, c'est ça que les gens vont ressentir, qu'on va ressentir. Et après, effectivement, dans la formation, c'est le travail du formateur, très vite de remettre la personnalité de la personne au centre de la chose. Vous êtes un vecteur important et c'est vous qui allez développer les choses. Donc, l'apprentissage, c'est une chose, il y a différentes façons d'apprendre, mais le côté présentiel, beaucoup de pratiques et beaucoup de rencontres aussi entre eux et avec les formateurs. Ça, c'est quelque chose qui est super important pour nous. Et on a d'ailleurs, nous, lancé aussi une formation ici en Suisse qui s'appelle la formation fitness par alternance. Donc, on a lancé depuis 1 an une formation par alternance où ce sont des clubs, chaînes ou indépendants qui nous amènent parmi leurs membres, par exemple, des gens passionnés qui ont été castés parce qu'il faut qu'ils répondent et qui vont donc faire la formation pendant, c'est lié à la Suisse, une formation, ce qu'on appelle un certificat de branche professionnelle et qui vont faire la formation pendant 18 mois, voire plus, 36 mois, et en alternance de leur club, effectivement, et du coup, qui vont accéder à une formation très complète, mais qui ont le temps de s'installer, mais 18 mois, c'est très court. Donc, ça permet, en 18 mois, de former pour un patron de club quelqu'un à la culture d'entreprise, de s'assurer qu'il est en cours de formation, qu'il monte en puissance et en compétence au fur et à mesure de son parcours. Et au bout de 18 mois, on a quelqu'un qui est polyvalent, assez complet, et qui a intégré la culture d'entreprise et les notions d'entreprise qu'il est important qu'il ait intégré. Ça fait qu'il peut se permettre après l'étudiant se retrouve prêt à l'emploi et souvent il décroche un travail. Ça, c'est cette nouvelle formation qu'on a lancée depuis 1 an sur laquelle on mise beaucoup, la FFPA. Excellent, excellent. Et tu nous as parlé beaucoup du pourquoi et de la vision. Quelle est du coup votre vision à FitzPro dans les mois et les années à venir? Alors, on a la vision la plus forte, c'est qu'on veut aujourd'hui, comme disaient nos nouveaux locaux, on a déménagé en 2018. On avait pour projet de prendre des nouveaux locaux parce qu'on voulait y faire
la façon dont on voyait la formation fitness, la prestation fitness, les activités fitness. Donc, c'était quelque chose de très important pour nous. Et dès lors, la vision qu'on a, c'est que pour FitsPro, on a aujourd'hui une entreprise protéiforme. On a créé un écosystème, en fait, et on veut qu'on ait les tendances du fitness qui soient autour de nous, puisqu'on est une école de formation, on est un peu au centre. Donc, effectivement, on est capable de parler des grandes tendances du fitness, donc de la dynamique CrossFit, du fitness classique, des cours collectifs, du secteur musculation, d'entraînement fonctionnel, des techniques wellness, mais également des notions de vente, parce qu'on vend des équipements, on fait de l'aménagement sportif inspiré de nos locaux, avec des marques sur lesquelles on est ravis de collaborer, où on installe autant dans les clubs de fitness, chez les physiothérapeutes, donc des kinés pour la France, dans les hôtels, chez les gens, on installe des environnements très fun pour faire du fitness à la maison ou dans le fitness, ou dans un studio de personal training, ou dans une box CrossFit, que sais-je. Et du coup, petit aparté, avec la Covid et tout, est-ce que les projets de création de petites structures à la maison, ça s'est développé? Enfin, est-ce que vous avez senti Alors oui, on a notre partie de boutique en ligne pour les petits équipements qui a été très sollicitée. Ouais, bah oui, ça a explosé, ouais. Pas que nous, on est une toute petite boutique, on imagine, on ne va pas citer les gros majors, mais effectivement, on a été très sollicité par le milieu parce qu'on a des marques, donc les gens voulaient acheter parfois des marques qu'on ne trouve pas forcément dans le grand public, les magasins étaient fermés. Donc après, ils avaient les grandes plateformes d'achat, mais donc c'était assez intéressant et on a eu beaucoup de demandes d'équipements home training, ce qu'on appelle home gym, qui est devenu un secteur d'activité chez nous et on a des gens qui ont voulu pas juste s'acheter un vélo un peu pourri, 3 trucs, je suis un peu péjoratif, mais voilà. Mais du coup, qui ont eu envie de mettre du budget et de la qualité parce qu'ils se sont dit, bah oui, c'est important, je ne veux pas juste un petit truc, je vais y passer malheureusement beaucoup de temps, j'ai compris. Et ce vélo, cette paire d'haltères, cet élastique, ce ballon, cette barre d'entraînement, j'aimerais qu'elle me serve, ces kettlebells, je vais prendre un peu de la qualité, c'est sympa parce que je vais m'en servir. Donc oui, ça a été très intéressant. Et surtout, les gens se sont dit, je peux peut-être me faire ma petite partie fitness chez moi, mais au lieu d'avoir quelque chose d'un peu cheap, là, ils ont eu envie de faire un petit univers qui soit, parce qu'encore une fois, il faut qu'il soit stimulé. Et du coup, voilà, je prends une application sympa ou des conseils et puis je m'entraîne dans un endroit sympa. Et attention, tout le monde n'a pas perdu ça. Il y a des gens qui aiment bien faire ça. Et du coup, mais à la fois, ils ont envie de retourner au club de fitness, peut-être qu'il faut leur proposer les deux. C'est-à-dire que l'abonnement, bien sûr, mais pourquoi pas un abonnement hybride où simplement ils ont, du coup, ils payent un peu moins cher pour accéder au fitness, mais ils ont une prestation supplémentaire. On les accompagne à travers des services en digital ou le conseil du mois ou l'entraînement de la semaine. Ouais, je l'ai vu dans mon propre business où effectivement, il y a des gens qui s'entraînent dans les clubs et en plus de ça, on les accompagne parce qu'ils ont créé un univers, une petite salle où ils s'entraînent maintenant chez eux. Et en fait, les trois séances ou les 4 séances dans le club se sont transformées en je viens 2 fois dans le club et je viens 2 fois dans mon studio privé chez moi, quoi. C'est assez fou. Et effectivement, aujourd'hui, la prestation, c'est indoor, à l'intérieur, outdoor. Ça y est, on peut sortir. C'est le seul truc qu'on pouvait faire pendant le Covid, c'était sortir, plus ou moins. Donc là, aujourd'hui, les gens, puis la belle saison arrive. Donc, c'est très important à partir d'avril jusqu'en septembre, octobre. Il faut des prestations outdoor. C'est très important de sortir avec les gens également, le côté social, mais à l'extérieur. Et enfin, la dynamique digitale. Donc, c'est les 3 choses aujourd'hui dans notre industrie qu'il faut intégrer. S'entraîner à l'intérieur avec une proposition de valeur à l'intérieur qui a évolué, une proposition de valeur à l'extérieur et enfin cette dimension digitale d'une façon ou d'une autre. Les entraînements connectés également sont super intéressants. Donc, à l'intérieur, il y a plein de solutions d'entraînement aujourd'hui connectées qui sont incroyables, sources de motivation où le coach n'a qu'à se concentrer sur son métier qui est de motiver les gens. Et il y a un écran qui affiche les entraînements, les calories. C'est une très bonne proposition. Et il y en a certains qui, il y a aujourd'hui des business qui se mettent dessus, il y a des micro-gyms qui se mettent dessus, il y a des modèles dessus. Donc, il y a beaucoup de modèles, il faut s'inspirer de ce qui existe. Donc, c'est 3 choses, effectivement, comme tu l'as dit, où les gens, beaucoup de gens ont décidé de multiplier les sources de motivation pour faire du fitness. Donc, qu'est-ce que le club? Qu'est-ce que nous, on va leur proposer? Voilà, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Mais ils veulent revenir dans leur club. Donc, mais ils veulent peut-être plus venir 3 fois. Mais s'ils viennent une fois, et on leur propose, par contre, s'ils viennent qu'une fois, on sait qu'ils sont malheureusement plus versatiles. Donc, mais ils veulent plus venir 3 fois. Parce qu'ils veulent faire aussi à la maison. Et donc, ouais, mais si le lien au club, si le lien c'est le coach, mais le coach arrive à leur vendre aussi une expérience outdoor, en fait, l'écosystème, il marche pour tout le monde, quoi. Il marche pour le club, il marche pour le coach et puis il marche aussi pour le client. Donc, on va dire tout le monde est gagnant, mais comme tu le dis, la consommation, elle est différente.
Ouais, mais qu'est-ce que le client achète? Une source de motivation, parce qu'il est Mhm. seul. Mhm. Il vient au club, il est plus seul, mais il aime bien aussi faire. Et s'il avait des consignes pour bien courir, pour faire un outdoor, et s'il avait des consignes pour faire un super training, il y a des applis extraordinaires qui existent. Mais parfois, voilà, si on peut avoir en plus son coach qu'on aime bien dans le club, qui te parle, qui a conçu un entraînement, puis c'est pas non plus forcément très compliqué, il ne faut pas exagérer, Non. mais c'est le coach du club, un tel que j'aime bien, qui me fait mon entraînement, et je télécharge, je vais payer pour ça. Je vais Mhm. payer pour ma source de motivation. Et ça, le club, donc, le club est passé, c'est exporté chez son client. Parce que le client vient moins. Donc, c'est le club qui rentre chez le client. Ça vaut un abonnement, ça vaut quelque chose. Ah ouais, Et j'ai là, vu des choses, modèle anglo-saxon, c'est simplement des styles WhatsApp où le coach en fait motive la personne à travers juste des messages WhatsApp. Et en fait, le club, je crois que c'était je ne sais plus la chaîne de club aux États-Unis qui proposait ça et ça cartonnait quoi. Donc en fait, tu recevais tous les matins ta session d'entraînement, ton coach te demandait comment ça s'était passé et comme tu dis, motivait. Tiens, Fred, t'as pas fait je viens de voir que tu n'as pas fait ta séance, là, qu'est-ce qui s'est passé? Et ne serait-ce que tu vois, ce texto-là, bah, ça fait que la personne, elle se motive à passer à l'action, quoi. Et puis la personne connaît son coach. Et la différence avec Mm. l'appli où c'est un mec incroyable, génial, une superstar, youtubeuse ou influenceuse, mais en attendant, on ne la connaît pas personnellement. Alors qu'on dit, je le connais en fait. Et c'est Mm. lundi, je vais le retrouver mardi soir. Donc il y a un truc, effectivement, mais ça demande une organisation dans la prestation fitness. Mais ça, c'est quelque chose qui pour moi, est quelque chose qui, par contre, est une autre façon de proposer du fitness, mais c'est un axe, un vrai axe à développer, Excellent. intimement. Bah, merci en tout cas. Je pense que c'était Merci à hyper toi. inspirant pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Il y a plein de petites pépites et je pense que bah, voilà, l'univers du fitness nous réserve encore de belles surprises. Et je dis souvent, c'est pour ça que je suis resté aussi longtemps, c'est que voilà, ça bouge. Enfin, moi, depuis 20 ans, ça n'a jamais été la même chose. Si j'aurais été obligé de faire des cuisses abdos fessiers pendant 20 ans, je pense que ça fait longtemps que je serai plus dans ce secteur-là. Mais c'est ça aussi qui est, je trouve intéressant, c'est que ça bouge, ça évolue. Alors, tu le dis fort justement, c'est qu'il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers parce que sinon, tu n'es plus à la page. Mais en tout cas, c'est à titre, on va dire, personnel, c'est hyper épanouissant. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter? Un dernier petit mot à rajouter? En fait, c'est plutôt des messages que aujourd'hui, effectivement, les années ont sans doute on vieillissant un petit peu. C'est la notion de valeur, je trouve, et que pour des gens, je parle des gens qui veulent se lancer dans le fitness ou qui sont dans le fitness, surtout des gens qui vont commencer dans le fitness, c'est un peu plus la population que je côtoie au quotidien avec les étudiants. Puis après, j'ai la chance, effectivement, de par ma position, de diriger une entreprise, de rencontrer des patrons clubs, d'avoir des niveaux de discussion intéressants dans l'entrepreneuriat, mais de croiser aussi des jeunes qui sont effectivement en devenir. C'est eux qui vont impacter plus tard l'industrie et de rencontrer aussi d'autres domaines comme le milieu de la santé qui est partout en France, en Europe, qui est extrêmement perméable avec le fitness. Nous, on travaille beaucoup avec des hôpitaux, avec des physiothérapeutes, c'est la kiné en France. On a beaucoup de cabinets de physio ici qui développent la partie entraînement fonctionnel parce que cette génération de kinés est extrêmement perméable à l'entraînement fitness. Donc, c'est aussi des gens qui ont des choses intéressantes à apporter. Donc, ça rend encore un autre visage. Comme tu dis, c'est complètement multiple et très motivant. C'est vraiment pas figé. Après, c'est la notion de confiance. C'est pour des gens qui commencent. C'est ayez confiance en vous, en fait. Un moment, il faut se lancer. Il faut y aller, en fait. Il faut y aller. Je sais pas. Non, il n'y a pas. On y va, en fait. Il y a des gens qui passeront peut-être jamais à l'action parce qu'ils ne sont pas capables de franchir le pas. Mais à un moment, il faut y aller pour avoir des expériences, essayer. Oui, je vais un peu trébucher, mais on ne va pas dire les vieux trucs, mais un peu trébucher pour bien réussir. Ça fait partie du truc, mais ce n'est pas la chute qui est importante. Il va se passer tellement d'autres choses. Simplement, ce n'est pas écrit dans le marbre, en fait. Rien n'est écrit. Avec ce qu'on a vécu, on a compris quand même qu'il y a… Waouh. Donc, c'est avoir des projets, faire attention aux certitudes. OK, d'accord, mais par contre, effectivement, être très ouvert, avoir confiance en soi, tenter les choses, aller voir, bouger, rencontrer. Pour moi, c'est mon credo parce que c'est ma façon de fonctionner et c'est ce qui m'a sans doute sauvé et permis de faire des choses et de développer des choses. Donc, c'est ça que j'aime bien partager, moi. C'est avoir confiance, par contre, être actif dans son projet personnel, être proactif de sa vie. Il faut prendre les choses en main. Ensuite, il arrive forcément des trucs intéressants.
Donc, je sais que c'est peut-être un peu bateau, mais en tout cas, ce sera ma doctrine, c'est de se faire confiance à soi aussi et de se dire, voilà, si tu n'essayes pas, par contre, il n'y a pas grand-chose qui va arriver et tu es très bien placé. Ensuite, de savoir demain ce qui va nous arriver, on dit, je ne sais pas. Mais par contre, comme toi, j'ai pas peur, on y va et ça va le faire. Ça va le faire parce que c'est passionnant devant, il y a des choses très intéressantes, Parfait. très stimulantes. Merci. Voilà. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur un média social, sur le site internet, si on s'intéresse à tout ça ou si on veut développer le voilà, fitness. avec grand plaisir. FitzPro, notre site FitzPro, www.fitzpro.com. Bien sûr, sur Insta, sur Facebook. Grand plaisir de rencontrer tout le monde. Et puis, on a, pour les gens qui ne sont pas trop loin, on a régulièrement des journées portes ouvertes. Tout est sur notre site. Et avec plaisir également de partager avec des gens même qui ont des questions. Moi, j'aime beaucoup partager notre expérience. Donc, sur FitzPro, et on a même une journée porte ouverte le 13 avril. Je fais ma petite pub pour ceux qui veulent nous rejoindre. Voilà, donc avec grand plaisir. Je mettrai les liens dans la description. Et je ne sais pas si on l'a dit, mais donc FitzPro se trouve à côté de Genève. Je ne sais pas si on avait dit. Voilà, Versoix exactement, à côté de Genève, tout près de la frontière. Donc, on est très accessible. Et puis, on espère aussi te revoir bientôt, mon ami Andy, avec ta petite famille. Bon, merci en tout cas, Fred. Merci pour cette expérience-là. Et puis, on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouvel interview. Merci à tous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.